Et puis, je vais avoir le plaisir d'accueillir 2 intervenants et 2 pitchs, présentations de posters. J'espère que vous êtes en forme. Je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé, mais on va lancer quand même notre session. Et donc, pour démarrer, j'accueille donc Camille Véry du CHU de Grenoble-Alpes, qui va nous parler des nanoparticules de gadolinium, du préclinique aux premiers essais cliniques. Bonjour à tous. Merci au comité d'organisation pour ce forum du CLARA. Ça fait plaisir de venir à Lyon. Bravo pour la salle, un magnifique endroit. Donc on va vous parler ce matin avec Julien de l'utilisation de nanoparticules en cancérologie et plus particulièrement avec la radiothérapie. L'idée, c'est que la première présentation, je vous montre le cheminement qu'il y a eu en préclinique. Et puis ensuite, Julien vous parlera des essais cliniques qui ont été réalisés. C'est un peu une spécificité Rhône-Alpes, les nanoparticules. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits dans les différents laboratoires lyonnais, grenoblois, et qui ont amené à la création de start-up et qui sont ensuite allés jusqu'aux essais cliniques en France et puis après à l'étranger. Voilà, quelques conflits d'intérêts. Donc la radiothérapie, c'est une part assez importante de la cancérologie. Ce n'est pas forcément connu, mais il y a la majorité des patients, finalement 55% des patients, vont dans leur parcours de soins avoir de la radiothérapie. Les techniques de radiothérapie, elles progressent sans cesse. Donc vous avez dû entendre parler de la stéréo, de l'IMRT, maintenant on a l'IRM qui est couplé à la radiothérapie, l'IRM-LINAC. Mais malgré tout, même si on a des traitements qui sont plus rapides, qui sont plus efficaces, on a quand même une majorité de patients, ou on va dire 50% des patients qu'on n'arrive pas à guérir. Voilà. Donc il y a encore du progrès à faire. On a encore besoin de recherche pour augmenter les taux de guérison. Et une des façons, c'est d'associer un traitement systémique, un traitement médicamenteux, avec la radiothérapie pour radiosensibiliser les tumeurs. Et donc c'est une des combinaisons qui ont été faites depuis des dizaines d'années, depuis des décennies, avec des grands succès thérapeutiques, où on rajoute soit de la chimiothérapie, soit de l'hormonothérapie, et on a des augmentations significatives de la survie globale. Donc moi, je crois beaucoup à ces associations de traitement systémique et radiothérapie pour permettre de guérir. On parle de guérison du cancer dans ces cas-là. Et plus récemment, il y a eu le développement des nanoparticules notamment métalliques, qui permettent, lorsqu'elles sont injectées dans la tumeur, d'augmenter l'efficacité de la radiothérapie. Et ça a commencé avec Enfield, il y a maintenant une vingtaine d'années, sur la côte est américaine, où il avait un modèle de tumeur qui mettait sous la peau des souris, et ensuite il injectait en intraveineux les nanoparticules d'or, il irradiait les souris, et il y avait une différence très importante en termes de taux de guérison et en termes de survie globale des souris. Et ça a mis un petit peu de temps entre la préclinique et la clinique. Et finalement, c'est en France qu'il y a eu les premières phases 1 chez l'homme. Donc une première nanoparticule chez Nanobiotics de nanoparticules d'hafnium dans le sarcome. Et puis nous, à Grenoble, on a fait les premiers essais en injection intraveineuse pour les tumeurs neurologiques, les métastases cérébrales. Ça, c'est le pipeline des essais en cours. Donc, on a fait le premier essai à Grenoble en 2016. Et maintenant, il y a 6 essais en cours avec ces nanoparticules et la radiothérapie dans différentes indications. Moi, je m'occupe des métastases cérébrales. Julien s'occupe du glioblastome. Et j'ai pu travailler aux États-Unis, au Dana-Farber, et on a mis en place 2 essais là-bas. Un sur les cancers du pancréas, un sur le cancer du poumon. Donc c'est des cancers qu'on ne peut pas opérer, mais qui ne sont pas métastatiques. Et donc on injecte les nanoparticules et ensuite on fait les rayons pour essayer de rendre curables ces maladies. Et puis on a d'autres essais qui sont en développement, qui ne devraient pas tarder à commencer. Le principe général de l'utilisation des nanoparticules, on considère que
l'homme, en fait, c'est de l'eau, quoi. Voilà, c'est que du tissu, et on considère que c'est de l'eau. Et lorsqu'on injecte du métal dans la tumeur et qu'on irradie le patient, il va avoir une interaction entre le rayonnement et les éléments métalliques. Et en fait, ces interactions vont déposer de l'énergie autour de l'élément atomique qui est élevé, que l'atome qui a un Z élevé. Et là, ça va entraîner plus d'effets aux alentours de la nanoparticule, notamment de la radiolyse de l'eau. Et ensuite, ces radicaux libres vont pouvoir faire des dégâts dans la cellule. Et après, bien évidemment, il y a la réponse immune. La difficulté d'utiliser des nanoparticules pour augmenter l'effet sur les tumeurs sont multiples. Voilà. Déjà, il faut apporter suffisamment de nanoparticules dans la tumeur. Donc, comment on apporte suffisamment de nanoparticules au sein de la tumeur? Donc, on peut imaginer une intraveineuse, on peut imaginer une intratumorale, on peut imaginer des aérosols, mais il faut qu'il y ait un pourcentage suffisant qui arrive dans la tumeur. Ça, c'était le premier défi à relever. Le deuxième défi, lorsque vous avez vos nanoparticules dans la tumeur, il faut qu'elles aillent dans la cellule, et idéalement proche de l'ADN, puisque notre cible, au radiothérapeute, c'est d'aller irradier les cellules pour aller faire des dégâts au niveau de l'ADN, des cassures double brin qui vont entraîner la mort cellulaire. Et enfin, le troisième défi, c'est les modalités d'irradiation. Lorsqu'on irradie, donc il y a des coefficients d'absorption massique, sans rentrer trop dans les détails, mais vous voyez que si on irradie avec des énergies qui sont basses, on va avoir plus d'effets radiosensibilisants qu'avec les énergies qui sont hautes. Or, en radiothérapie, on utilise surtout des énergies élevées. Donc il y a quand même pas mal de défis pour qu'on puisse passer de la préclinique à la clinique avec un effet thérapeutique pour nos malades. Donc les premières années de recherche, c'était de la recherche fondamentale dans des laboratoires, avec une idée d'essayer de caractériser où allaient ces nanoparticules. Donc là, vous voyez une illustration, là j'ai mis des images de microscopie électronique de nanoparticules d'or, de nanoparticules d'hafnium et de nanoparticules de gadolinium, qui sont les nanoparticules métalliques les plus utilisées actuellement. Et donc vous voyez que, bonne nouvelle entre guillemets pour nous cancérologues, qu'il y a une endocytose de ces nanoparticules lorsqu'on les fait incuber avec les cellules, et que ça va être dans les lysosomes et que ça va aller se mettre dans les cellules tumorales, voire même proche du noyau. Voilà. Et donc ça, c'est intéressant. Et dedans, vous avez des études qui ont été faites après injection intraveineuse sur des modèles animaux. Il y a eu des prélèvements anapathes et on voit que les nanoparticules sont bien dans les tumeurs. Concernant l'augmentation de doses physiques, les physiciens ont beaucoup travaillé pendant plusieurs années pour essayer de modéliser l'augmentation de la dose, du dépôt de dose de la radiothérapie. Alors, schématiquement, vous avez sur l'image de gauche une irradiation de degrés dans de l'eau. Donc, lorsqu'on fait degrés, il y a degrés partout. Voilà. Et ensuite, on imagine une irradiation de degrés avec des foyers de nanoparticules. Donc, vous voyez qu'autour des nanoparticules, les points rouges, c'est une augmentation de dose. Voilà. Et après, on peut s'amuser à modéliser au niveau cellulaire, selon la répartition des nanoparticules. Si vous avez des répartitions homogènes de nanoparticules dans le cytoplasme, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'effets létaux pour la cellule, parce qu'il y aura une petite augmentation de dose un peu partout. Par contre, si vous imaginez des grappes de nanoparticules avec du coup une augmentation très forte locale de dose, on peut imaginer que ça entraîne plus de toxicité cellulaire. Le premier essai qui a vu le jour du coup en France, c'était avec les nanoparticules d'hafnium, et c'était la voie d'administration la plus simple. Pour avoir une quantité suffisante de nanoparticules dans la tumeur, le plus simple, c'est d'aller injecter directement les nanoparticules au niveau tumoral. Donc ils l'ont fait pour des sarcomes en préopératoire, puisqu'on peut faire de la radiothérapie avant la chirurgie. Et donc il y avait plusieurs injections qui ont été faites. Ça, je vous ai mis l'illustration de l'essai de phase 1, qui a été positif. Et ensuite, ils ont continué avec une phase 2 randomisée, qui elle aussi est positive, avec un impact bénéfique sur la réduction de la taille tumorale. Concernant les nanoparticules de gadolinium, l'avantage c'est qu'elles sont plus petites, elles font 5 nanomètres de diamètre, et du coup elles sont filtrables par le rein, elles peuvent être éliminées par voie urinaire. Du coup on peut les injecter, le corollaire c'est qu'on peut les injecter en intraveineuse. Voilà.
Et le deuxième avantage, c'est que l'agent radiosensibilisant, c'est le gadolinium, et que le chélate de gadolinium, c'est un produit de contraste. Du coup, on peut suivre cette nanoparticule avec les IRM. Donc on peut visualiser la tumeur et en plus irradier la tumeur derrière. Le début du développement, il s'est fait sur des courbes de survie. Donc ça, c'est assez classique. On fait une incubation entre des lignées de cellules tumorales. Donc là, vous avez 2 lignées qui sont représentées. Et ensuite, on irradie. Et on a vu que selon les conditions expérimentales, que ce soit en KEV ou en des irradiations en MEV, on arrive à avoir un effet radiosensibilisant, à augmenter la mort cellulaire. Il y a eu énormément de recherches qui ont été faites dans la région, énormément d'équipes Rhône-Alpes qui ont participé, avec des modèles de gliome, des modèles de cancer de prostate, de mélanome, de cancer de pancréas. Et systématiquement, quelles que soient les modalités d'irradiation, on avait un effet bénéfique à l'ajout de nanoparticules, puisqu'on avait une augmentation de la mortalité cellulaire. L'étape d'après, une fois qu'on a validé ça en in vitro, c'est de passer en in vivo. Donc le premier modèle in vivo qui a montré un bénéfice de l'ajout de nanoparticules de gadolinium, ça a été fait à Grenoble au synchrotron, avec un rayonnement assez particulier, le rayonnement synchrotron qui est extrêmement intense. Et là, c'était en plus des microfaisceaux. Voilà, donc c'est une irradiation en microfaisceaux sur un modèle de gliome chez le rat, et de gliome qui était orthotopique implanté au niveau cérébral. Et là, on voit qu'il y a une différence notable en survie globale entre les rats qui ont été pas irradiés, et ils meurent en 19 jours. Les rats qui ont été irradiés, ils arrivent à tenir jusqu'à 40 jours, et puis ceux qui ont été irradiés plus nanoparticules, qui ont des durées de vie qui sont beaucoup plus longues. Et donc, l'idée, c'était, devant tous ces résultats qui étaient assez probants, c'était de se dire, maintenant, il faut qu'on essaye de passer chez l'homme. Voilà. Et donc, pour pouvoir passer chez l'homme, il fallait qu'on puisse avoir un modèle proche de ce qu'on voulait faire en clinique. Et on a irradié, du coup, le modèle animal sur les machines conventionnelles de radiothérapie, puisque le synchrotron a des énergies très différentes et que l'interaction rayonnement-matière est bien sûr très différente. Donc, on a fait des manips dans le service, sur un modèle de gliome dans le rat, et vous voyez les images où on voit qu'en l'absence d'injection, on détecte à peine la tumeur. Vous avez une IRM de rat en séquence T1, qu'une heure après l'injection, il y a une prise de contraste très importante de nanoparticules dans la tumeur, et qu'à 4 heures, à 7 heures, et même à 24 heures, il y a une persistance de ces nanoparticules dans la tumeur. Et vous voyez sur la cartographie T1 qui est dessous, que la prise de contraste, elle est spécifique dans la tumeur. Ça reste bleu, le cerveau sain prend très très peu de contraste, ce qui nous permet d'imaginer une irradiation du cerveau en étant safe pour le tissu sain. Et donc le deuxième avantage, c'est de pouvoir quantifier ces nanoparticules. Grâce à l'IRM, on fait des cartographies en séquence T1 sans nanoparticules et avec une formule mathématique, on peut revenir à la concentration pixel par pixel dans la tumeur et aussi dans les tissus sains. Et donc là, vous voyez qu'il y a une prise de contraste qui est importante, et il y a un ratio dans le muscle. Il y a un petit peu de prise de contraste initiale. Par contre, à 4 heures, il y a un washout, il n'y a plus de nanoparticules dans les muscles, et par contre, il reste des nanoparticules dans la tumeur. Et on a montré un premier effet radiosensibilisant sur la partie de droite. Donc, on mesure la taille des tumeurs 17 jours après l'irradiation. Les tumeurs qui n'ont pas été irradiées, elles font environ 40 mm3. Celles qui ont été irradiées, elles sont à 30, et celles qui ont été irradiées plus nanoparticules, elles sont plutôt à 20. Voilà. Donc ça, c'était les premiers signes d'éléments radiosensibilisants chez un modèle animal avec des machines classiques conventionnelles de radiothérapie. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au même moment, d'autres équipes dans le monde ont trouvé les mêmes résultats. Voilà. Parce que si vous êtes tout seul à avoir un résultat, avant de commencer chez l'homme, c'est peut-être un petit peu délicat. Donc la reproductibilité des résultats est très importante. Et donc là, il y a 5 ou 6 équipes indépendantes qui ont eu des modèles animaux, qui ont montré aussi un gain, soit en contrôle local de la maladie, soit en survie globale, que ce soit pour des modèles de métastases de mélanome, des modèles de tumeurs du pancréas, ou des tumeurs radiorésistantes tête et cou. Et du coup, on s'est dit, on peut commencer chez l'homme, on peut se lancer dans l'aventure pour traiter des premiers patients.
Et on a décidé de commencer sur un modèle de métastase cérébrale multiple. Alors pourquoi on a choisi ce modèle ? Déjà, c'est une situation très, très, très fréquente. Voilà. En France, il y a plus de 30 000 patients par an, c'est énorme, 30 000 patients pour une seule maladie, qui ont des métastases cérébrales multiples, et que c'est une situation qui est extrêmement, on va dire, délicate pour le malade, c'est-à-dire que l'espérance de vie est très courte, malheureusement. Et on est, avec traitement, à des espérances de vie de quelques mois, et en l'absence de traitement, c'est plutôt quelques semaines comme espérance de vie. Et il n'y a pas énormément d'alternatives thérapeutiques. Voilà. Les médicaments ont du mal à passer la barrière hémato-encéphalique, et la plupart des chimios et des thérapies ont des taux de réponse objectifs qui sont de l'ordre de 10 ou 15%. Donc c'est quand même très faible. Et une des modalités de traitement de prise en charge, c'est l'irradiation panencéphalique. On irradie tout le cerveau. Et c'est une irradiation qui a visée palliative, puisqu'on arrive à guérir personne avec ce traitement. On retarde juste le développement de la maladie. Et on sait que si on est capable d'augmenter la dose grâce aux études de stéréotaxie qu'il y a eu, si on est capable de monter la dose au niveau des métastases, on est capable de les guérir, ces métastases. On est capable, une par une, si on brûle une métastase à une forte dose, de les guérir. Donc l'idée de l'essai Nanorad, c'est d'injecter en intraveineux un produit qui va aller se mettre dans toutes les métastases, parce que souvent il y a 20, 30, 40 métastases, qui va aller se mettre dans toutes les métastases, et ensuite, quand on irradie, que toutes les métastases aient une réponse tumorale. Voilà, donc c'est l'étude Nanorad qu'on a fait sur Grenoble. On a publié les résultats, et c'est Julien qui va parler un petit peu des résultats cliniques qu'on a obtenus, mais qui ont été favorables et qui nous ont permis de faire ensuite des phases 2 multicentriques et d'aller faire ensuite des essais aux États-Unis. Alors du coup, en guise de conclusion, les étapes clés pour pouvoir faire un premier essai chez l'homme, c'est pas quelque chose de gravé dans le marbre, c'est plus un retour d'expérience de ce qu'on a vécu nous. Je pense que le plus important au début, c'est d'avoir une indication clinique pertinente, parce que la cancéro, il y a beaucoup de prises en charge différentes. Il y a beaucoup de traitements, il y a les chimios, la chirurgie, les rayons, etc. Et je pense qu'il faut vraiment que les chercheurs et les cliniciens collaborent au tout début du développement d'un médicament pour savoir quelle va être l'application clinique finale, pour que toutes les recherches animales et les recherches même précliniques directement se fassent sur les bonnes lignées et dans les bonnes indications. Voilà, je pense que ça, c'était quelque chose qui me semble très important. Ensuite, il faut faire une preuve de concept in vivo, pour pouvoir avoir suffisamment d'éléments pour aller voir ensuite les autorités de sûreté pour avoir l'autorisation de commencer. Le médicament, au début, il y avait une production qui était, on va dire, artisanale, qui était au niveau du laboratoire de chimie à Lyon. Et puis ensuite, il faut le produire de façon industrielle. Donc, c'est les fameux lots GMP. Donc, généralement, il faut délocaliser et demander à des fabricants de fabriquer le lot pour commencer les essais cliniques. Il y a aussi des tests réglementaires à faire. Ces tests réglementaires, on ne demande pas aux équipes de recherche de le faire. Vous pouvez le sous-traiter. Voilà. Donc, en fait, c'est des études de toxicologie avant de passer chez l'homme. Et ça se fait généralement sur des gros mammifères. Et il y a des entreprises spécialisées qui le font. Donc, nous, ça, on l'a sous-traité. Pour pouvoir passer chez l'homme, il faut des sous. Voilà. Donc, généralement, le schéma le plus classique en France, c'est la start-up. Et ça fonctionne assez bien. Et il y a des levées de fonds qui peuvent être faites de façon plus significative que lorsqu'on fait des demandes de financement public. Donc nous, dans notre cas, c'est la majorité des chercheurs qui travaillent sur le projet se sont regroupés dans une start-up qui s'appelle NH Teragix. Et après, il y a des levées de fonds qui ont été faites par la région, qui ont été faites par la BPI, qui a beaucoup soutenu le projet. Il y a une partie réglementaire qui est assez conséquente à réaliser. Alors ça prend du temps. Il faut rédiger le protocole de recherche clinique chez l'homme. Mais il faut aussi rédiger ce qu'on appelle l'IMPD, la brochure investigateur. Voilà, c'est des documents réglementaires assez lourds quand on ne l'a jamais fait. Mais là aussi, on peut être aidé. Il y a des sous-traitants qui peuvent vous aider à rédiger ces genres de documents. Et ensuite, on soumet à la NSM, on soumet au comité d'éthique. Il y a des échanges, il y a souvent des petits allers-retours. Ils disent rarement oui tout de suite. Mais on arrive finalement après à commencer et à faire la phase 1 et à traiter les premiers malades.
Voilà, donc j'en ai fini, je finis sur la dernière diapo. Donc je remercie quelques participants. Alors je ne pouvais pas remercier tout le monde, mais ça a été une collaboration avec beaucoup de laboratoires de recherche entre Lyon et Grenoble principalement initialement, avec aussi les équipes au Dana-Farber, à Harvard, qui ont fait pas mal de recherches précliniques, et aussi les équipes en Irlande pour tout ce qui était modélisation de la dosimétrie. Et puis vous avez Olivier Tillemand qui est professeur de chimie à Lyon, c'est lui qui a synthétisé les nanoparticules initialement. Géraldine Leduc qui était chercheuse à l'ESRF et qui maintenant est la CEO, comme on dit, de la start-up, avec Sandrine Dufort qui était pharmacienne et qui est aussi dans la start-up maintenant, qui avait travaillé à l'IAB, Lucie Sensé qui avait fait un gros travail justement pour le transfert du préclinique à la clinique, Jacques Balosso qui était le référent radiosensibilisant et professeur de radiothérapie à Grenoble. Voilà, Marie-Laure Gavard qui était la responsable de tout ce qui est pharmacovigilance. Et pour une phase 1, c'est primordial. Il y a un gros travail qui sont faits par les pharmaciens et la pharmacovigilance. Et puis après, c'est le reste de l'équipe de radiothérapie de Grenoble qui a œuvré, qui a inclus les patients. Voilà. Et puis, je termine un petit mot pour tous les patients, parce que les patients qui acceptent de participer à ces essais, c'est aussi pas facile pour eux. Les phases 1, c'est extrêmement chronophage. Il y a beaucoup de prélèvements sanguins, il y a de la pharmacocinétique, et souvent dans des situations qui sont difficiles pour eux en termes de pronostics et de maladies qui sont très graves. Donc on a une pensée pour tous les patients qui acceptent de participer. Et puis ensuite, je vais donner la main à Julien, qui va vous faire la deuxième partie sur les essais cliniques. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre le temps pour quelques questions avant de donner la suite à Julien. Moi, j'en aurais juste une pour démarrer. Je suis désolée, je coupe avant les auditeurs. Là, ça a l'air très simple quand on voit tout ce cheminement. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça a duré on va dire, démarrage, de dire, tiens, je vais essayer de faire une nanoparticule avec du gadolinium, ou ça prend combien de temps ? Alors, à titre personnel, moi, je me suis intéressé au projet quand ça commençait sur les manips des animaux, voilà. Et c'était mon sujet de thèse en fait de sciences. J'étais déjà médecin dans le service, et mon sujet de thèse de sciences, c'était de transférer du préclinique au premier patient. Donc en fait, ça ne nous a pas pris tant de temps que ça. Les gens disent que ça met 10 ans, mais en fait, ça n'est pas forcément 10 ans. Nous, ça a mis 3 ans. Voilà, ça a mis 3 ans entre le moment où on avait décidé de faire un essai clinique et de réaliser la preuve de concept in vivo qui marche, de faire le test réglementaire, de lancer la production industrielle et d'avoir le feu vert des autorités. Ça a mis 3 ans. Voilà. Par contre, il y a eu des années de recherche préclinique avant sur la thématique, et tous ces travaux de recherche, je crois que quand j'ai commencé à travailler dessus, il y avait déjà 40 publications. Bon, c'était pas un sujet il y avait déjà 40 publications sur la thématique nanoparticules plus radiothérapie. Et après, en 3 ans, on a réussi à faire le premier essai clinique. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Oui. Voilà. Oui, bonjour, merci pour cet exposé. J'ai été frappée sur votre dernière diapositive par financement start-up. Et j'avais 2 questions. Est-ce qu'il faut absolument la start-up pour avoir les financements ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Et mon autre question, c'était dans le processus. À quel moment la start-up a-t-elle été réellement créée ? Est-ce que c'est pour le préclinique réglementaire ? Est-ce que c'est après, etc. C'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il y a d'autres systèmes hors start-up qui peuvent exister, mais les montants pour passer en recherche clinique sont importants. Que ce soit les montants pour... nous, maintenant, c'est Sanofi qui produit le médicament, que ce soit les contrats avec Sanofi pour fabriquer le médicament. Donc, il faut plusieurs millions. Voilà, il faut plusieurs millions. Et généralement, les projets qu'on a, nous, en tant que cliniciens, c'est plutôt 500 000 € ou 1 million d'euros pour faire des projets. Voilà. Et là, c'est plutôt, on parle de 10, 20, 30 ou même 100 ou 200 millions d'euros pour pouvoir vraiment lancer des essais dans plusieurs pays et aller jusqu'à la phase 3. Et ça, actuellement, un universitaire, sans ce système de start-up, ne peut pas monter ce genre de projet. Il y a peut-être des contre-exemples, mais voilà, le modèle français, en tout cas, incite les chercheurs, parce que c'est les chercheurs généralement qui créent les start-up, ce n'est pas les cliniciens, nous on reste du côté clinique médical, montent la start-up et ont des financements plus importants
et ont une liberté aussi, après, de les contractualiser à droite à gauche pour faire avancer le projet. Et à quel moment on crée la start-up? Donc ça, c'est une très bonne question. Chez nous, ça s'est fait en parallèle. C'est-à-dire qu'on a fait les demandes d'autorisation de phase 1, et quand le projet a été favorable, quand les voyants se sont mis au vert, il y a eu une création de start-up dédiée à l'application médicale à ce moment-là. Mais la start-up, elle était donc créée avant enfin, après tout le préclinique réglementaire, en fait. Parallèle. En parallèle. En parallèle. Merci. Et en fait, pour être complètement exact, donc là, il faut inviter les gens d'NH TerraGeeks, mais il y avait une première start-up qui existait déjà avant, qui était sur le développement des nanoparticules de manière plus générale. Et ensuite, il y a une spin-off avec une deuxième start-up dédiée uniquement à la partie essais cliniques, médicaments, quoi. Voilà. Merci. Peut-être juste pour compléter sur la phase préclinique, ça fait partie de la maturité de projet qu'on accompagne sur notre dispositif preuve du concept. Et pour le coup, on a souvent des collaborations entre les entreprises et le partenaire académique pour travailler sur toute cette preuve de concept préclinique. Et je pense qu'en moyenne, alors peut-être que Ilm me corrigera, mais on est sur des projets de 3 ans autour de 1 million d'euros facilement. Voilà. Oui. Bonjour, merci pour votre présentation. En fait, lors de votre présentation, vous avez parlé d'injection directement dans la tumeur ou de façon intraveineuse, et vous n'avez pas trop insisté sur la façon dont les moyens que vous utilisez pour cibler les particules. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est très bien de viser l'ADN, mais est-ce que vous visez d'autres processus que de tuer l'ADN et de le détruire? C'est 2 très bonnes questions pour le développement du produit. Le ciblage qu'on fait, nous, il est passif, en fait. Il y a beaucoup de médicaments qui ont des anticorps, qui se lient, etc., pour aller sur la tumeur. Nous, c'est un ciblage passif, c'est ce qu'on appelle l'effet EPR. C'est l'effet du fait que la barrière hémato-encéphalique, elle est rompue. Il y a une nouvelle vascularisation qui se fait au niveau de la tumeur. Et c'est ce qu'utilisent les radiologues, en fait. Quand on injecte de l'iode, il y a une prise de contraste au niveau des tumeurs. Quand on injecte du gadolinium, c'est pareil. Ben, avec les nanoparticules, c'est la même chose. C'est un élément qui est passif. Voilà. Et dans tous les résultats qui vont être montrés chez les patients, ça marche bien. Hein. C'est-à-dire qu'on voit une quantité importante de nanoparticules qui sont dans les tumeurs, alors que l'injection, elle est périphérique et qu'elle est passive. Par contre, il est vrai que quand on injecte directement dans la tumeur, en intratumoral, on arrive à monter des concentrations beaucoup plus importantes. Donc il y a un intérêt pour les deux approches. Et concernant la cible, effectivement, je vous rejoins. La radiobio un petit peu ancienne qui dit que le dégât des cellules est uniquement lié aux ruptures de l'ADN, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait vrai, et que s'il y a des doses d'irradiation qui sont fortes au niveau du cytoplasme, au niveau des membranes, au niveau de l'ADN, d'autres structures dans le cytoplasme, ça entraîne des dégâts et ça entraîne de la mort cellulaire. Est-ce qu'on a encore une question? Non, je vous remercie. Merci à vous. Donc, on va passer avec la présentation donc, de Julien Biot, du Centre Jean Perrin, de Clermont-Ferrand, et de l'unité de recherche IMOST. Donc, bonjour à tous. Je vais donc enchaîner avec une partie un peu plus clinique. Après la présentation de Camille qui était un peu plus sur le mécanisme d'action des nanoparticules, il me semble que quand on réfléchit un petit peu au développement justement alors principalement dans la région Aura, de cette potentialisation nanoparticules radiothérapie, c'est un très bon modèle d'application, à mon avis, de ce qu'il faut tendre dans toute la recherche en cancérologie, c'est-à-dire, comme disait Camille, d'avoir d'emblée, dès qu'on veut développer quelque chose, un but clinique à la fin, puisque, bon, on est en cancérologie, le but, c'est quand même d'améliorer les résultats cliniques chez les patients. Et on en discutait il n'y a pas si longtemps avec Elisabeth Mionoro, qui est donc la directrice d'IMOST. C'est vraiment apparemment un des nouveaux buts du nouveau directeur de l'INSERM, de vraiment réorienter les choses vers des applications plus cliniques.
et de vraiment avoir une finalité. Voilà. Et donc, il me semble que collaborer de façon un peu plus intense entre chercheurs purs et cliniciens, ça me semble quelque chose de primordial. Alors, je vais faire un petit sondage. Combien y a-t-il de médecins dans la salle ? Voilà. 2. Enfin 3 avec moi, dont 2 qui parlent, enfin peut-être Pierre aussi. Donc je ne sais pas si on serait venu si on ne parlait pas. Donc je trouve que ça illustre quand même un peu les difficultés qu'on peut tous avoir. Tout le monde dit effectivement il faut des applications plus cliniques et tout le monde a du mal à trouver des médecins pour travailler avec eux, des médecins disponibles, des médecins qui s'impliquent dans la recherche, etc. Donc ça, je crois que c'est quand même un problème, un grand problème. Je ne sais pas si ça va se résoudre rapidement vu le peu d'engouement pour l'universitaire des médecins actuellement. Si on prend l'exemple de la radiothérapie, on est alors bientôt 3, pour l'instant 2 PUPH dans toute la région aura, un à Clermont, donc moi, et un à Lyon, c'est tout. Donc, il n'y en a pas à Saint-Étienne, pas encore à Grenoble, ça ne devrait pas tarder. Donc, voilà, on a quelques difficultés, mais je crois que vraiment, il faut qu'on essaye de passer ça. Sinon, on peut faire de la recherche fondamentale qui n'a pas d'application clinique, ou se tromper, ou mal aller. Et puis après, des transferts cliniques qui se font difficilement. Et puis après, tout le monde peut se démotiver. Donc, là, il me semble que c'est un bon exemple de quelque chose qui a bien marché, donc on peut s'appuyer un peu là-dessus. Donc, on m'a demandé de parler plus particulièrement de transfert clinique de ces nanoparticules en neuro-oncologie. En guise d'introduction, comme l'a bien dit Camille, c'est vrai qu'il y a eu ces dernières années un véritable engouement dans la région pour l'utilisation de ces nanoparticules avec la radiothérapie. Je pense qu'ici dans la salle, il y a de très nombreuses personnes qui, au cours des 10 dernières années, ont travaillé sur les nanoparticules. Et il me semble assez intéressant que vous puissiez voir un peu ce qui va bientôt, à mon avis, être la fin de l'histoire clinique, je veux dire du transfert. C'est-à-dire que pour l'instant, on a une seule étude randomisée qui est publiée. Si on regarde, donc comme l'a dit Camille, donc il y a 6 études cliniques en cours avec les nanoparticules à base de gadolinium, mais il y en a aussi avec les nanoparticules d'hafnium, donc injection intratumorale. Donc ce qui fait qu'on a 12 études en cours au niveau mondial sur le sujet nanoparticules et radiothérapie, dont 4 études randomisées. Ces études randomisées vont, d'ici là qu'elles soient finies et publiées, nous donner la réponse. Est-ce que ces nanoparticules ont vraiment un effet radiosensibilisant chez l'homme ? Donc on aura la réponse, à mon avis, dans les... alors j'ai mis 5, peut-être même avant. Est-ce que ça marche vraiment ? Et ça, une fois qu'on aura le résultat de ces études, après on pourra toujours critiquer si ça ne marche pas, est-ce qu'elles étaient bien montées, mais ça va donner, pour les investisseurs, le résultat final, c'est-à-dire soit ça va exploser, soit ça va être enterré. Et donc, je crois que vraiment, là, on touche au but de vraiment savoir si ça marche ou pas. Parce que ça marche in vitro, on le sait, ça marche in vivo, on le sait. Mais là, on est dans des phases où, pour investir des dizaines de millions d'euros, comme l'a dit Camille, il faut des résultats tangibles et des études randomisées. Et donc là, on va bientôt avoir ces résultats-là. Alors, tout à l'heure, Camille vous a parlé de l'étude de phase 1, justement, sur ces nanoparticules, et ce qui a fait qu'il y a eu un regain d'intérêt, et ce qui a permis, à mon avis, de justement lever des dizaines de millions d'euros pour ces nanoparticules, c'est la publication dans Lancet Oncology en 2019 de cet essai randomisé, où on avait finalement une seule injection de ces nanoparticules en intratumoral, donc en préopératoire. L'avantage de faire des essais de préopératoire comme ça, c'est que vous avez une réponse rapide. C'est-à-dire que vous faites votre radiothérapie qui dure 5 semaines, le patient est opéré dans les 3-4 semaines qui suivent, et vous avez un objectif qui est très rapide, vous avez la réponse.
est-ce que finalement vous avez une meilleure réponse à la radiothérapie sur les pièces opératoires? Parce que quand on monte des essais cliniques, c'est toujours pareil. Il y a l'objectif qui est le plus scientifiquement intéressant. Évidemment, là, quand on fait un essai de phase 3, c'est quoi? C'est la survie. Ce que vous voulez savoir, c'est ce que finalement, vous avez amélioré la survie des gens. Mais cet objectif, il est souvent tardif. Et puis, vous allez avoir la réponse 4-5 ans après. Donc, ce n'est pas très vendeur. Donc, souvent, on essaie de trouver des objectifs plus proches. Et donc là, ça a été la réponse anatomopathologique. Et qu'est-ce que cet essai a montré? Alors, avec toutes les critiques qu'il y a eu, que c'est pas forcément double aveugle, c'est pas forcément, etc., etc. Donc, il peut y avoir un petit biais d'interprétation. Mais ça a montré que significativement, dans le bras radiothérapie plus nanoparticules, il y avait plus de réponses pathologiques complètes, donc plus de gens qui n'avaient plus de tumeur, on va dire, après la radiothérapie, donc préopératoire, ont doublé ce taux. On passait de 8 à 16%, et c'était significatif. Et dans les objectifs secondaires, en gros, comme ça marchait mieux, il y avait plus de résections qu'on appelait R0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est assez loin de la tumeur, à plus de 5 mm de la tumeur, on va dire. Donc, il y a eu depuis cette publication en 2019, un véritable regain d'intérêt pour ces nanoparticules. Alors, le désavantage, c'est que c'est des injections intratumorales. Quand on parle de neuro-oncologie, on parle de tumeurs intracrâniennes. C'est évidemment impensable de faire des injections intratumorales. Donc il faut forcément passer à une voie intraveineuse qui n'est pas permise avec ce genre de molécules, mais qui était permise avec les molécules locales, on va dire, à base de gadolinium. Alors, pour ces nanoparticules-là, il y a un gros développement, notamment dans les cancers ORL, qui sont accessibles à des injections locales et avec des essais en cours au niveau international. Donc là aussi, on va avoir des réponses assez rapides dans les 2-3 ans qui viennent. Alors en neuro-oncologie, on a 3 essais dans l'interrégion sur le sujet. Donc 2 essais qui sont faits par Grenoble et un essai par nous, donc sur le glioblastome, et qui sont, en tout cas pour notre part, alors je ne sais pas pour Nanorad, financés par des PHRC. Donc on est avec des financements, on va dire, une enveloppe resserrée, on va dire. Donc on ne peut pas faire forcément tout ce qu'on veut, mais ça nous a quand même permis de monter ces essais. Alors je vais les passer un par un. Comme vous l'a dit Camille, leur essai Nanorad 1, on va dire, c'est vraiment la première fois qu'on injectait ces nanoparticules à base de gadolinium chez des patients. Alors le gadolinium, c'est quand même un produit évidemment qu'on connaît bien, puisque c'est le produit qui est utilisé pour injecter les IRM. Donc on avait déjà une bonne confiance, on va dire, dans le produit. Donc utilisé pour des métastases cérébrales et avec plusieurs niveaux de dose testés, comme il se fait classiquement pour les phases 1. Les phases 1, par principe, il n'y a pas de randomisation. Donc c'est-à-dire que c'est pas du tout des essais qui sont faits pour tester l'efficacité, même si après on essaye toujours un peu d'extrapoler là-dessus. C'est vraiment fait pour voir la tolérance, quoi. Et donc c'est vraiment l'étape préliminaire qui est indispensable pour ce genre de produits qui sont innovants et jamais administrés chez l'homme. Alors dans cet essai, on avait une seule injection IV avant la radiothérapie, qui durait 2 semaines. Alors les objectifs primaires, évidemment, c'était la dose maximale tolérée, et c'est ce que je vous disais. On essaie toujours d'extrapoler avec des objectifs secondaires, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire, puisque ça apporte quand même des informations intéressantes.
Mais le but, c'était vraiment de voir jusqu'où on peut aller pour voir si on n'a pas des problèmes de tolérance. Donc un essai qui s'est fait de 2016 à 2018 pour les inclusions, les cancers de toute histologie, et vous voyez, c'est des patients d'assez mauvais pronostic puisqu'ils ont un nombre médian de métastases cérébrales qui est à 24, donc ce qui est évidemment beaucoup. La première étape qui est nécessaire mais pas suffisante, c'était de savoir est-ce que ce produit va bien dans les tumeurs. Parce que si vous avez vos nanoparticules, même si elles sont à base de gadolinium, qui ne vont pas dans les tumeurs, il est difficile d'envisager un effet radiosensibilisant. Donc ici, vous avez une illustration issue de la publication où on voit bien les métastases. Donc sur l'image du milieu, les ronds blancs qui sont noirs avant injection deviennent blancs après, montrent bien qu'on a le produit qui se met au bon endroit. Donc c'est quand même la première étape qui était assez nécessaire et qui n'était pas forcément, même si on s'y attendait, mais qui n'est pas forcément obligatoire. Et deuxième point qui était assez intéressant dans cet essai, c'est de montrer que non seulement ces nanoparticules vont bien dans les tumeurs, mais elles y restent. Puisqu'ici, vous pouvez voir que 7 jours, chez un patient, 7 jours après l'injection, on avait toujours une prise de contraste au niveau des métastases. Alors même si elle est d'intensité bien inférieure, évidemment, parce qu'il y a une excrétion du produit, mais ça nous donne une deuxième indication. Oui, les nanoparticules vont bien dans la tumeur, et oui, elles y restent. Puisque la radiothérapie, c'est une radiothérapie qu'on fait sur plusieurs jours. Donc là, c'était 2 semaines. Donc évidemment, si au bout de 24 heures, vous n'avez plus de nanoparticules dans les tumeurs, et que vous faites une radiothérapie de 2 semaines, vous aurez peut-être potentialisé la première fraction, mais pas toutes celles qui suivent. Donc ça va, a priori, pas avoir un intérêt clinique très fort. Donc ce n'est pas le cas. Donc c'est deuxième bonne nouvelle tirée de cet essai. Troisième bonne nouvelle, il y a eu une très bonne tolérance. Pas de problème sur les injections immédiates et surtout aucune toxicité, dose limitante, ce qui fait que la dose recommandée pour les futurs essais de phase 2 est la dose la plus importante, c'est-à-dire de 100 mg par kilo, qui sera utilisée, comme vous le verrez, pour toutes les études ultérieures. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle, même si on ne s'attendait pas forcément à autre chose. Voilà, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir des surprises. En ce qui concerne la pharmacocinétique, finalement, ces nanoparticules se comportent un petit peu comme du gadolinium classique, c'est-à-dire une excrétion qui est principalement urinaire. Et après 24 heures, vous avez excrété à peu près la moitié du produit. Alors ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste pour illustrer parce que y a pas de randomisation. Donc on voit chez cette patiente, un cas clinique qui avait 26 métastases, sur les IRM successives, une bonne efficacité de la combinaison. Évidemment, on ne peut pas savoir, elle a eu à la fois une radiothérapie panencéphalique et une injection de gadolinium. On ne peut pas savoir si ce résultat est dû uniquement à l'irradiation ou à la conjonction des deux, mais disons que si on n'avait pas vu de réponse tumorale du tout, c'était quand même un mauvais signal. Donc là, on a la plupart des métastases qui ont répondu, donc c'est déjà un premier signal. Ce qui est, à mon sens, un petit peu plus intéressant, c'est que ils ont regardé un petit peu la diminution de la vélocité, on va dire, c'est un anglicisme, mais de diminution des métastases en fonction de la dose de nanoparticules injectées. Et il semblerait que sur l'ensemble des 255 métastases qui ont été analysées, qu'il y ait une certaine corrélation entre une meilleure efficacité plus la dose injectée d'AGX était importante. Alors en conclusion de cet essai, le premier essai NanoRad, qu'est-ce qui peut être dit ?
c'est que la première administration IV chez l'homme de nanoparticules à base de gadolinium a été un succès, il n'y a pas eu de problème de sécurité et c'était assez facilement faisable. Ça a permis de déterminer la dose maximale tolérée, enfin la dose même recommandée pour la phase 2, ce n'est pas forcément la maximale tolérée, ça a été la maximale testée, qui était de 100 mg kg, qui avait une bonne distribution intratumorale et que ça restait dans la tumeur. Et comme le dit souvent Camille, et c'est tout à fait vrai, on parle un peu dans cette approche-là, un terme que vous pouvez entendre pas mal en médecine nucléaire, qui est la theranostique, qui se développe beaucoup, c'est-à-dire à la fois des agents qui sont des agents diagnostiques, donc comme là à base de gadolinium, et qui sont aussi thérapeutiques, puisqu'après ils vont être activés. Ils vont avoir pas d'efficacité propre, mais ils vont être activés une fois que vous allez mettre un traitement supplémentaire. Et donc on passe à l'étape d'après, qui est d'essayer de démontrer l'efficacité. Et pour essayer de démontrer l'efficacité en clinique, vous êtes obligé de faire des essais randomisés. Et donc c'est l'étape d'après. Donc eux, à Grenoble, ont développé cet essai, donc NanoRad 2, qui est à peu près la continuité de l'essai NanoRad 1, c'est-à-dire que c'est toujours la même population. Cette fois, on a la dose recommandée à Geeks qui est de 100 mg par kilo. Et dans un bras, vous avez les injections. Dans l'autre bras, vous n'avez pas les injections. Alors, ce qu'ils ont rajouté dans cet essai, c'est qu'on ne fait pas une injection, mais 3. Vous en faites une avant pour imprégner, on va dire, les tumeurs, une au début et une au milieu de la radiothérapie. Donc c'est un essai qui est en cours et qui avance relativement bien, puisque il y a ce jour, début d'année, 85 patients qui étaient déjà randomisés, donc ce qui est très bien. Donc voilà, on devrait pouvoir avoir la réponse. Y a-t-il vraiment une radiosensibilisation assez rapidement? Alors l'autre essai qui est dans le domaine et qui va également nous apporter le même type de réponse, c'est l'essai NanoGBM qu'on a développé donc au centre Jean Perrin avec la collaboration d'Anachtera Geeks, qui s'intéresse cette fois au glioblastome. Alors le glioblastome, c'est quoi? C'est une tumeur cérébrale primitive qui est la plus fréquente, même si elle est considérée comme presque une maladie orpheline, puisqu'on a à peu près 2000 cas par an en France. Mais c'est une tumeur qui est évidemment extrêmement agressive, avec une survie assez faible. Le traitement, c'est la chirurgie la plus optimale possible, mais on peut faire une chirurgie macroscopiquement complète dans à peu près moins de la moitié des cas. Ça fait que vous avez la plupart des patients qui ont eu soit uniquement une biopsie, soit une chirurgie partielle, donc au moins une tumeur partielle en place. Et là-dessus, on va faire une radiothérapie, cette fois qui est beaucoup plus longue que pour les métastases cérébrales, puisqu'elle va s'étaler sur 6 semaines, et avec de la chimiothérapie en plus. Donc on comprend que dans cet essai, ce qui va être testé de façon qu'il n'y avait pas tout à l'heure, c'est qu'on va tester pour la première fois une triple association, c'est-à-dire radiothérapie plus chimiothérapie plus nanoparticules. Alors pourquoi, à mon sens, le glioblastome est un bon modèle justement pour tester ces nanoparticules? Pour les métastases cérébrales, disons qu'on a souvent des patients qui ont à la fois des métastases cérébrales et des métastases extracérébrales. Et il n'est pas tout à fait certain que d'améliorer le contrôle local intracérébral va forcément améliorer la survie des gens, puisque la plupart meurent de métastases extracérébrales. Tandis que là, on a un modèle de tumeur qui ne peut pas faire vraiment de métastases, et l'immense majorité des récidives se trouvent à l'intérieur même du volume irradié, à dose thérapeutique. Donc on peut penser que si on arrive à avoir quelque chose qui vraiment améliore le contrôle local, comme les nanoparticules, on va pouvoir avoir un effet sur la survie. Alors, première question à se poser, c'est est-ce que l'escalade de dose, est-ce que le fait d'augmenter la dose de radiothérapie a vraiment un effet? Parce qu'il y a eu pas mal d'essais, alors pas avec les nanoparticules, mais avec d'autres techniques de radiothérapie, d'augmenter la dose. Et dans cette méta-analyse sur 22 essais cliniques sur le domaine, il semblerait que l'escalade de dose puisse être éventuellement favorable. Cet effet a été un petit peu gommé par l'ajout de
de la chimiothérapie, et c'est plutôt dans certains types tumoraux. Donc déjà, effectivement, on n'est pas tout à fait sûr, alors on l'espère, que le fait d'augmenter la dose, et donc l'efficacité va augmenter l'efficacité du traitement et la survie des gens. Il y a quand même un signal qui semble favorable. On a donc monté cet essai nano-GBM. C'est des patients qui sont atteints d'un glioblastome. Il faut qu'ils soient dans la proportion de patients qui n'avaient pas d'exérèse complète. Puisque les patients qui ont une exérèse complète, par définition, il n'y a plus de tumeur en place. On n'a qu'une cavité, et donc on s'est dit que rajouter du gadolinium sur des tumeurs non en place, ce n'était pas forcément une bonne idée. Donc plutôt en bonne forme. Et l'intérêt tel qu'on l'a monté dans cet essai, ce qui permet de s'affranchir un peu de quelques démarches administratives, c'est qu'on a directement fait un essai de phase 1-2. On a la première étape, donc une essai de phase 1 classique, qui est en cours. Et ensuite, on enchaîne directement, si les résultats sont favorables, avec un essai de phase 2 qu'on a voulu randomiser. On aurait pu le faire par randomiser, mais encore une fois, on n'aurait pas vraiment eu la réponse à ce que c'est radiosensibilise. Donc là, on a un essai qui permet, avec toutes voilà, on n'a qu'une 60aine de patients qui vont être inclus, mais ça permettra d'avoir un premier signal, en fait. Alors, je ne vous ai pas affiché les résultats, mais je parler un tout petit peu à l'oral parce que je n'ai pas vraiment le droit. Pour l'essai de phase 1, on en est à l'étape du dernier niveau de dose. Donc on a eu 3 niveaux de dose testés. Donc on est au 9e patient inclus et donc le 6e et dernier, enfin j'espère dernier, au dernier niveau de dose. Il est en cours. Et s'il n'y a pas de dose limite toxique pour ce patient, on devrait pouvoir passer à la phase 2, donc d'ici 2-3 mois. Et on a une petite dizaine de centres au niveau national qui vont participer. Pour inclure 60 patients, il n'y a pas vraiment d'essais concurrents, donc à mon avis, les inclusions devraient se faire assez rapidement. Donc on est plutôt satisfait pour l'instant et pas trop inquiet sur le fait qu'on va passer rapidement à la phase 2. Hop là. Alors il y a des études ancillaires sur des études IRM. Alors, petit point on va dire pratique. Dans des essais cliniques, plus vous rajoutez de choses à faire, alors ce qui est souvent l'envie des chercheurs, hein, ils disent ce serait bien de faire ça, ce serait bien de rajouter ça, ce serait bien de rajouter ça, ce serait bien de... Voilà. Oui, ce serait bien. Alors déjà, ça coûte cher, puisque tout ce qu'on rajoute maintenant, il faut le payer. Il y a quelques années, il pouvait y avoir une petite tolérance. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, c'est-à-dire que dès que vous allez rajouter n'importe quoi, on va vous le facturer, premièrement. Et après, c'est très compliqué d'inclure des patients. Donc, plus vous rajoutez de choses, plus les cliniciens vont être embêtés. Plus les cliniciens sont embêtés, moins ils ont envie d'inclure des gens, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on avait mis de façon obligatoire justement ces IRM pour la phase 1. La phase 1, on l'avait fait, il y avait 3 centres ouverts, on a mis les 9 patients, nous. Et quand vous devez inclure un patient, que tout va bien de votre côté, mais que vous avez 18 mails des radiologues qui ne veulent pas faire vos IRM et que... Enfin bon. Donc, voilà, c'est juste petit point pour vous dire que à chaque fois que vous allez rajouter des choses, ça va devenir compliqué. À mon sens, cet essai, la question, elle est, est-ce que ça radiosensibilise, oui ou non? Et la réponse, on va la voir avec ou sans IRM. Donc, pour la partie de phase 2, on va essayer d'en faire quelques-unes de cette étude ancillaire, mais on a mis de façon optionnelle et plus obligatoire pour faciliter les inclusions. Bon, voilà, c'est un petit aparté. Donc ça, c'est l'exemple d'un patient inclus dans cette étude qui, à gauche, vous avez l'image sans nanoparticules, au milieu, l'image avec les nanoparticules à base de gadolinium. Donc on voit bien que, comme tout à l'heure, on a un bon passage de ces nanoparticules en intratumoral avec des concentrations de nanoparticules qui semblent tout à fait correspondre
à ce qui était retrouvé dans l'essai NanoRad. Voilà. Donc ça, encore une fois, je crois que je n'ai pas vraiment le droit de vous le montrer, mais je pense que c'est quand même assez intéressant. Donc on a des résultats qui sont tout à fait concordants, et quand on a plusieurs essais avec plusieurs maladies qui montrent un peu la même chose, c'est toujours effectivement rassurant. Donc pour conclure, effectivement, les nanoparticules, la radiothérapie, il y a un rationnel préclinique qui est très très fort et qui a été bien développé dans la région, qui est vraiment leader sur le sujet, en particulier sur ces nanoparticules à base de gadolinium. Donc à ce jour, on a une étude randomisée en faveur d'une radiosensibilisation dans des modèles donc de sarcome. Il y a 2 études randomisées en cours en neuro-oncologie, une 3e ou 4e en cours dans le monde avec les autres nanoparticules. Donc encore une fois, je crois qu'on va bientôt avoir la réponse. Est-ce que finalement on va encore pouvoir trouver des millions et des millions pour faire des essais, ou est-ce que tout le monde va devoir trouver des nouveaux sujets de recherche? Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je voulais savoir si effectivement, et quand ce sera totalement démontré sur cette augmentation de l'efficacité des traitements avec l'ajout des nanoparticules, est-ce qu'on peut raisonner sur une diminution des séquelles qui seraient associées? C'est-à-dire, si vous augmentez l'efficacité du traitement, est-ce qu'on peut supposer qu'on pourra traiter moins longtemps les patients? Parce que c'est un enjeu majeur sur ces séquelles dont on sait que beaucoup de patients, après traitement, gardent des séquelles. Est-ce que ça pourrait avoir un effet et diminuer ces séquelles? Et comment on pourrait suivre? Parce que ce serait, je pense, un suivi à plus long terme. Voilà. Merci. Alors oui, théoriquement, c'est une bonne question. Alors dans la vraie vie, on va dire, faire des essais de désescalade thérapeutique pour augmenter la qualité de vie, c'est très compliqué. Alors, parce que c'est pas dans les mœurs. Donc ça, c'est assez compliqué. Je dirais que c'est vraiment l'étape d'après, mais à plus long terme, je pense. La preuve, on s'intéresse qu'à des maladies hyper radiorésistantes. Là. Donc le but, ça va vraiment être de montrer que ce soit le sarcome, le glioblastome, ou même les métastases. Le but, ça va vraiment être de montrer que ça marche. Après, est-ce qu'à plus long terme, on peut se dire, tiens, au lieu de mettre 70 degrés, je pourrais mettre que 50 dans les cancers tête et cou, par exemple, pour essayer de diminuer l'efficacité? Évidemment. Mais là, je crois qu'on est vraiment loin de ça. Mais non, c'est évidemment une bonne remarque. Ouais. Mais je crois que là, il n'y a aucun essai qui va dans ce sens. Déjà, la première étape, c'est de montrer que ça marche. Hein. On a un essai randomisé qui a fait quand même couler beaucoup de critiques quand même sur le... Voilà, donc, mais je vous dis, la réponse, on va l'avoir rapidement. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Merci pour la présentation. Alors moi, mes questions, c'est plus parce que je ne suis pas du tout côté clinique, donc c'est peut-être un peu naïf. Mais enfin, au tout départ, vous parliez de traitement radiothérapique préopératoire, et après, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une opération. Je comprends pas. Si ça s'est résorbé, je comprenais pas. Mais c'est. Alors, disons que la radiothérapie, effectivement, classiquement, dans la plupart cancers du sein, etc., c'est post-opératoire, c'est-à-dire pour enlever les petites cellules qui pourraient éventuellement rester. Il y a certaines maladies où on peut faire de la radiothérapie pré-opératoire. Pourquoi? Parce que même si la chirurgie est censée être la même, c'est-à-dire que vous allez couper aux mêmes endroits, en gros, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus petit à couper, en gros. Donc ça facilite la vie du chirurgien, on va dire. Donc une des options dans les sarcomes, c'est de faire de la radiothérapie préopératoire pour diminuer un peu le facteur délabrement de la chirurgie. Mais on est quand même obligé, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les réponses cliniques... Alors le seul patient où on pourrait se passer peut-être de chirurgie, ce serait ceux qui sont réponses pathologiques complètes. On l'a vu, c'est 8%, 10%. Donc ça veut dire que déjà dans 90% des cas, il faudrait quand même opérer. Et après dans ces 10%-là, oui, on pourrait se poser la question de ne pas opérer, mais pour l'instant, on le fait quand même. C'est ça, c'est ce que j'avais compris. Non, on le fait quand même, quoi qu'il arrive. Ouais. Okay. Non, c'est comme si c'était une radiothérapie enfin, c'est un peu conceptuel, mais post-opératoire, mais qu'on ferait avant. Quoi.
Ok, merci. Et j'ai juste une deuxième petite question. Est-ce que c'est possible que parmi les métastases présentes, il y en ait certaines qui ne répondent pas et qui ne soient pas contrastées, et donc on ne les voit pas et on ne les voit pas résorber? Ah oui. Ou est-ce que c'est une question de stade et qu'avec la durée du traitement, elles vont toutes finir par être comme prises en compte par le traitement? Ah oui. Disons que pour les prises de contraste, je dirais qu'il peut y avoir une certaine hétérogénéité dans les prises de contraste, notamment si vous, alors je n'ai pas mis la diapo, mais notamment si vous avez des tumeurs très nécrotiques ou des choses comme ça, effectivement, elles prennent moins le contraste, donc on peut penser qu'il y aura peut-être moins d'efficacité. Mais là, vous avez aussi beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, c'est notamment les tailles des tumeurs. En radiothérapie, on sait que plus les tumeurs sont grosses, moins elles répondent à la radiothérapie. Donc dans les métastases cérébrales, il est évident que vous aurez déjà une énorme hétérogénéité de réponse, rien que liée à la taille des tumeurs. Une tumeur de 1 cm, elle peut être en réponse complète, et une tumeur de 4 cm nécrotique, elle peut ne pas répondre du tout. Mais ça, ce sera indépendant de la prise de contraste. C'est déjà connu, quoi. Ça c'est bien connu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est compliqué de tirer des conclusions quand on fait des associations de traitements comme ça, de qui est responsable de quoi. On a encore une autre question. Oui, juste une question. Vous avez montré l'accumulation de vos agents de contraste dans la tumeur, mais vous savez précisément où dans la tumeur, dans quelles cellules et dans quel environnement tissulaire et cellulaire elles se trouvent et à quoi ils sont associés? Je ne saurais pas répondre avec exactitude dans cette question. Non, mais je crois que là, enfin, l'IRM, c'est pas non plus, on n'est pas au niveau cellulaire, hein, on est au niveau macroscopique très large. Ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, elle se fixe moins dans les zones nécrotiques et plus dans les zones tissulaires, mais je pense qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans l'analyse par IRM de l'accumulation dans tel type de cellules ou pas, si c'est dans l'environnement tumoral, si c'est dans les cellules tumorales. Ça pourrait être des éléments importants pour, le cas échéant, évaluer certains risques toxicologiques postérieurs au traitement. Alors vous êtes là dans une situation clinique qui est effectivement extrêmement drastique, donc vous êtes moins concerné par ceci, mais si votre thérapie a un succès, elle va être élargie à d'autres, et ce problème de gestion du risque sera de plus en plus important. Parce que c'est vrai que ce qui est intéressant là dans ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de... Des fois, on teste des molécules qui ont une spécificité tumorale. Là, si c'est un succès, effectivement, ça augmente la radiothérapie. Donc, à la limite, c'est vrai que ça pourrait être étendu à tout type de tumeur en place. Donc, tout à fait, oui. Ah, une dernière question, peut-être. Oui. Merci pour cette très très belle présentation. Une question faussement naïve du chercheur de laboratoire. Pourquoi, vu la très faible toxicité de ces nanoparticules, pourquoi pas plus d'injections de nanoparticules pour au moment du traitement et sur la thérapie fractionnée? Alors, il y a deux éléments de réponse. Un élément scientifique et un élément financier. L'élément scientifique, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il semble qu'il y ait quand même une accumulation qui reste dans les tumeurs. Donc on s'est dit que, alors pour l'essai nano-GBM, c'est vrai que ça dure 6 semaines, on fait 4 injections, on aurait pu en faire 6, mais bon, il semblait que 4 étaient peut-être suffisantes, et on s'est dit que si ça ne marchait pas avec 4, c'est peut-être pas parce qu'on en aurait fait 6 que ça aurait mieux marché. Et le deuxième élément, il se heurte à la réalité, quoi. C'est-à-dire que ça coûte cher de faire ces essais, ça coûte cher de fabriquer ces molécules, ça coûte cher de les produire. Voilà. Et en plus, on a la dose 100 mg kg, ça commence à faire, quoi. C'est-à-dire que pour quelqu'un de 60 kg, vous êtes à 6 grammes par injection. Enfin, ça fait quand même beaucoup, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans des productions massives, là. Hein, donc, on se heurte un peu à la réalité. C'est pour ça que c'est très intéressant, et je pense, y compris pour les chercheurs, de bien suivre tout le cheminement après des essais cliniques, parce enfin, moi, en tout cas, je trouve qu'on apprend beaucoup de choses, et on comprend des fois pourquoi, on se dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça, ça. Des fois, c'est juste parce que dans la réalité, c'est pas possible. Comme je disais tout à l'heure pour les IRM, oui, effectivement, ce serait mieux de faire 4 IRM à chaque injection pour tous les patients, sauf qu'après, vous n'allez pas inclure les gens, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours des discussions assez intéressantes. Mais là, il y a une partie scientifique et une partie financière, je dirais, de la réponse.
Oui, on peut être confronté aussi à le retour d'expérience des patients aussi pour appliquer toutes ces étapes aussi. C'est important aussi d'avoir leur vision sur ce qu'on leur propose dans les essais aussi. Surtout les essais de phase 1, comme le dit Camille, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que quand vous faites les injections, il y a la pharmacocinétique, donc vous faites venir à 8h du matin, il faut qu'un médecin les voie, il faut qu'ils aient toutes les piqûres, il faut qu'ils aient l'injection, il faut qu'ils aient l'IRM juste après, alors qu'une séance de radiothérapie, normalement, ça dure 10 minutes et ils rentrent chez eux, quoi. Donc, c'est vrai que c'est compliqué pour les patients, c'est sûr. Merci, on va arrêter les questions là, et si vous en avez d'autres, je vous propose de les poser pendant les temps de pause. Et donc, on va continuer avec présentation de Nazareth Carrega Gutiérrez de l'Institut pour l'avancée des biosciences de Grenoble, qui va nous parler de nanoliposomes radiocatalytiques et photodynamiques qui sont donc synthétisés par une nouvelle approche microfluidique. Bonjour, je m'appelle Nazareth, je suis doctorante en première année à l'Institut pour l'avancée des biosciences et aujourd'hui je vais présenter mes résultats concernant la synthèse de nanoliposomes photodynamiques et radiocatalytiques par de nouvelles approches microfluidiques. Dans le cadre de ma thèse, je cherche à développer un nouvel traitement pour les cancers du pancréas. Cette maladie est une des maladies les plus mortelles où la plupart des patients ne survivent pas après la première année de diagnostic car ils ne sont pas éligibles pour une résection chirurgicale. Afin d'améliorer cette survie, il existe de différentes alternatives telles que les cocktails de chimiothérapie, les chimiothérapies encapsulées dans les liposomes, la radiothérapie et aussi des traitements alternatifs comme la thérapie photodynamique qui utilise la lumière et un agent photosensibilisant pour provoquer la nécrose tumorale. Malgré les résultats prometteurs, il existe aussi des inconvénients, tels que des effets nocifs dans les patients, des fuites de chimiothérapie dans les liposomes et parfois certains traitements ne sont pas adaptés au système de santé actuel. De plus, dans ce type de cancer, la tumeur est entourée par un dense stroma composé de fibroblastes, de glycoprotéines et de tissus vasculaires qui empêchent la distribution des médicaments dans les cellules cancéreuses cibles. Donc, dans ma thèse, je cherche à développer un traitement capable de briser les stromas de la tumeur et aussi livrer les médicaments d'une façon contrôlée. À cet effet, dans notre laboratoire, nous avons créé cette composition de liposomes qui contient un agent photosensibilisant sensible à la lumière appelé berteporfine et un agent radiocatalytique, les nanoparticules d'heure. Donc, nos liposomes, une fois stimulés soit par la lumière ou par la radiation, ils peuvent produire des espèces réactives de l'oxygène qui peut à la fois briser le stroma de la tumeur et exposer les cellules cancéreuses cibles. Donc, l'étude que je vais montrer aujourd'hui, c'est une étude où nous cherchons à trouver les meilleures méthodes pour synthétiser nos liposomes en tenant en compte qu'ils doivent rester d'une taille petite et homogène, avec une bonne encapsulation de mes composants d'intérêt et aussi avec une bonne production des espèces réactives d'oxygène. Pour cela, j'ai comparé 3 méthodes. La méthode classique, parfois avec plusieurs étapes et un peu longues, et 2 dispositifs microfluidiques normalement utilisés pour la fabrication des vaccins. Donc, tout d'abord, par rapport à la taille, nous pouvons constater que les liposomes qui ont été synthétisés par la machine nanoassembleur ont été les meilleurs, avec une polydispersité aussi acceptable. Ensuite, par rapport à l'encapsulation, les liposomes synthétisés par la méthode classique et par la machine AMP ont été les meilleurs par rapport à l'encapsulation de mon agent photosensibilisant et mon agent radiocatalytique respectivement. Finalement, j'ai testé la production de mes espèces réactives d'oxygène avec une sonde fluorescente sensible au radical hydroxyle. En simulant mes liposomes par la lumière, j'ai trouvé que les liposomes synthétisés par la méthode classique ont été les plus efficaces. Après, avec les stimulations avec le rayonnement X, les liposomes qui ont été synthétisés par les machines AMP ont été les meilleurs performantes. Ces 2 résultats sont cohérents à mes résultats d'encapsulation de mes molécules photosensibilisantes et radiocatalytiques. Donc, tout finalement, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est que la méthode classique, c'est une méthode
fiables qui permettent d'avoir une bonne production d'espèces actives d'oxygène. Cependant, les dispositifs microfluidiques offrent un protocole plus rapide qui, une fois optimisé, pourrait être utilisé pour une production à grande échelle. Tout finalement, je voudrais dire merci à mon équipe à l'IAV, mes 5 cadres de thèse, et aussi à Clara pour me donner l'opportunité d'être devant vous. Merci pour votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation? Oui. Bonjour et merci pour la présentation. Ma question, c'était concernant la partie où vous voulez détruire le stroma. Est-ce que c'est pas un peu risqué de faire ça? Vous pourriez par exemple détruire des cellules qui ont une activité antitumorale, juste pour faciliter l'accès du traitement aux cellules tumorales. Donc est-ce que ça pourrait pas être un peu risqué du coup? C'est-à-dire provoquer la métastase? Non, le fait de détruire le stroma. Vous allez détruire les cellules tumorales, vous voulez détruire les cellules tumorales, mais si par exemple vous avez des lymphocytes qui ont infiltré la tumeur, si vous les détruisez aussi au passage, est-ce que ça ne peut pas avoir un effet antagoniste par rapport au traitement, à l'efficacité du traitement de manière générale? Oui, totalement. Ce n'est pas totalement un effet antagoniste qu'on peut provoquer. Mais si on veut détruire les stromas, il faut qu'on détruise aussi les cellules qui sont attachées à eux. Mais parfois, ça dépend de la dose qu'on veut utiliser. Du coup, on parle aussi des doses qui sont sensibilisantes et pas totalement destructives. Et ce qu'on veut, c'est briser les stromas d'une façon qu'on peut exposer les cellules. On ne peut pas détruire tous les tissus, mais exposer les cellules cibles et après libérer les chimiothérapies qui pourraient être encapsulées dans les liposomes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci. Peut-être vous avez un poster du coup? C'était hier. C'était hier, d'accord. Mais peut-être il est encore affiché si des gens veulent venir poser des questions. Sûr. Si vous voulez, c'est le numéro 52. Je serai là cet après-midi. Voilà, donc rendez-vous au numéro 52 s'il y a des questions en aparté. Merci beaucoup. À vous, merci. Donc on va continuer avec la dernière présentation de cette session avec Marine Delmas de l'Université de Clermont-Auvergne et de IMOST, qui va donc nous parler d'un nouveau modèle murin pour l'étude de l'effet abscopal après radiothérapie interne vectorisée du mélanome métastatique. Bonjour à tous, je suis Marine Delmas, je suis en 2e année de thèse au laboratoire IMOST et je vais vous présenter mes travaux de recherche qui portent sur la mise au point d'un nouveau modèle murin pour l'étude de l'effet abscopal après radiothérapie interne vectorisée du mélanome métastatique. Donc, d'abord, qu'est-ce que l'ARIV? L'ARIV, c'est le ciblage spécifique des cellules tumorales via un radiopharmaceutique. Donc, le laboratoire IMOST a synthétisé la molécule ICF01012, radiomarquée Alliot 131, ciblant la mélanine. Il faut savoir qu'il y a eu des études précédentes qui ont montré une accumulation rapide et persistante d'ICF au niveau de la tumeur pigmentée. Et aussi, on a vu une augmentation significative de la survie après RIV par rapport au groupe témoin. Donc, cette molécule est en essai clinique de phase 1 au Centre Jean Perrin et au CHU de Clermont-Ferrand. Il faut savoir aussi que des études ont été menées sur des souris immunodéprimées et cette fois-ci, on n'a vu aucune efficacité d'ICF, donc l'efficacité de notre molécule dépend d'un système immunitaire compétent. C'est pour ça qu'on s'est intéressé au niveau de la mort cellulaire immunogène et de l'infiltrat lymphocytaire. Donc, au niveau de la mort cellulaire immunogène, on s'est intéressé à la calréticuline et on a vu une augmentation de ce marqueur après RIV. Et aussi, on a vu une augmentation de l'infiltrat lymphocytaire avec une augmentation à J12 des lymphocytes TCD8 et TCD4. Donc, notre molécule stimule une réponse immunitaire antitumorale. Ce qui nous a amené à nous intéresser à l'effet abscopal. Donc, l'effet abscopal, c'est un phénomène immunologique de régression des métastases situées à distance du site irradié. De plus, il a été observé cliniquement chez les patients atteints de mélanome métastatique la coexistence de
métastases pigmentées et non pigmentées. Notre molécule ICF ciblant les métastases pigmentées, on espère voir un effet sur les métastases non pigmentées via un phénomène immunologique. C'est pour ça qu'on a voulu mettre en place un modèle préclinique mimant ces observations cliniques. L'objectif est donc le développement d'un modèle murin double tumeur pigmenté et non pigmenté pour étudier l'effet abscopal après RIV avec ICF 01012. Donc pour cela, on a mis en place différents modèles murins. Donc tout d'abord un modèle pigmenté avec la lignée cellulaire B16-OVA, un modèle non pigmenté avec une lignée cellulaire obtenue via la technologie CRISPR-Cas9 avec une invalidation du gène de la tyrosinase qui est le précurseur de la mélanine. Et enfin, le modèle double tumeur avec la cumulation de ces deux modèles. Enfin, on a réalisé des irradiations sur nos modèles avec une inoculation de nos différentes lignées AJ0, une injection AJ10 de notre molécule avec des études d'imagerie SPECT-CT et des études de biodistribution et des études de survie. Donc, je vais vous présenter les résultats du modèle pigmenté à gauche et du modèle non pigmenté à droite. Donc, tout d'abord, on a vu une croissance tumorale homogène pour nos deux modèles avec des temps de doublement similaires. Pour ce qui est de la pigmentation, on a eu une confirmation de la présence de pigmentation dans le modèle pigmenté et une absence de pigmentation dans le modèle non pigmenté. Pour ce qui est de l'irradiation de ces deux modèles, donc on a vu une augmentation de la survie dans le groupe RIV pigmenté, mais on n'a vu aucune différence entre le groupe traité et le groupe non traité dans le modèle non pigmenté. Pour ce qui est de la caractérisation du modèle double tumeur, donc cette fois-ci, on a eu pareil, une croissance tumorale homogène des deux côtés du flanc de la souris et on avait peur d'avoir une coinhibition de pousse tumorale en injectant nos deux lignées en même temps, avec des temps de doublement pareil similaires. Donc après validation de ce modèle, on a pu réaliser des résultats préliminaires donc, avec l'irradiation de ce double modèle. Donc, comme vous pouvez le voir à l'imagerie SPECT-CT, on voit une accumulation au niveau de notre tumeur pigmentée et aucune accumulation de notre produit au niveau de notre tumeur non pigmentée. Et ces résultats ont été confirmés par biodistribution. Donc, enfin, pour conclure, on a pu valider notre modèle et on a vu une augmentation de la survie dans notre groupe pigmenté. Pour notre modèle non pigmenté, après validation de ce modèle, on n'a pas eu d'efficacité d'ICF 01012. Et pour le modèle double tumeur, donc c'est le premier modèle double tumeur pigmenté et non pigmenté. Et les résultats préliminaires ont montré une captation spécifique au niveau de notre tumeur pigmentée et aucune dans la non pigmentée. Pour ce qui est de l'effet abscopal, on attend d'avoir nos résultats sur les études de survie pour voir s'il y a un effet sur notre tumeur non pigmentée. Je voudrais remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi sur ce projet et le Clara d'avoir accepté de présenter mes travaux de recherche. Merci. Merci. Donc maintenant que tout le monde sait ce qu'est l'effet abscopal, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui? Bonjour, merci. Pourquoi avoir choisi la calréticuline pour la partie validation avec le système immunitaire? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs marqueurs de la mort cellulaire immunogène. Il y a la calréticuline et HMGB1 qui sont beaucoup décrits dans la littérature. Donc ça, c'était vraiment des résultats préliminaires pour montrer qu'il y avait une stimulation du système immunitaire après RIV. Et ils ont choisi de s'intéresser au niveau de cette calréticuline, qui est vraiment un marqueur de la mort immunogénique quand elle est membranaire. Donc il faut bien faire la différence. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Bonjour. J'avais une question un peu plus globale. Est-ce que cet effet abscopal pourrait aussi être appliqué à d'autres types tumoraux? Parce qu'on sait que le mélanome est un cancer qui est très muté, pardon. Et du coup, on peut penser que ça engendrerait plus d'antigènes, etc. Est-ce que c'est possible? Enfin, est-ce que c'est montré dans d'autres types tumoraux? Il faut savoir que déjà l'effet abscopal, il a été pas décrit avec la RIV, il a juste été décrit avec la radiothérapie externe. Et nous, on a un très bon modèle parce qu'on a bien notre cible et une non-cible d'un côté. Par contre, pour les autres cancers, je n'ai aucune idée
des travaux ont été menés. Dernière question? Non, écoutez, on va clore notre session ici. Merci à tous nos intervenants. Merci aux participants. Voilà, je vous souhaite de bons échanges pendant la pause.